Bonjour, je suis Deva Nahon, psychologue clinicienne et voici mon index ABC. Voici donc un nouveau portrait d'Eva Nahon qui est installé sur ce canapé. Bonjour Deva. Bonjour. C'est votre vrai prénom? Non, c'est un prénom d'emprunt. C'est un prénom d'emprunt. Ouais. Je le trouve très poétique, très harmonieux. Il a une histoire? Bah oui, il a une histoire. Il m'a été donné dans une séance d'hypnose spirituelle. Spirituelle? Ouais. Il m'a été donné dans une séance d'hypnose spirituelle et quand je suis sortie de la séance, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça me sert vraiment à rien. Et 9 mois après, il s'est imposé dans un stage où j'ai su qu'il fallait que je le prenne et que je l'emploie et que je l'adopte. C'est extraordinaire, ça. 9 mois après. Et pendant la séance d'hypnose, il vous arrive comme ça en canalisation, vous l'entendez? C'est en canalisation, c'est la thérapeute, l'hypnothérapeute qui dit on va demander à tes guides quel est ton nom d'âme. Ok. Et le nom qui vient tout de suite, c'est Deva. Wow. Voilà. Et donc vous l'avez adopté? Et je l'ai adopté, voilà. Lors de ce stage, j'ai senti que mon prénom d'avant, ça collait plus, ça avait plus de sens, c'était passé. Et la vibration de Deva vous correspond? Ouais, aujourd'hui. Bon, est-ce que vous avez essayé de comprendre d'où ça venait? En tout cas, est-ce que essayer de je sais pas, faire un petit travail de recherche, d'introspection, sur le prénom Deva? Non, j'ai pas cherché enfin, j'ai regardé ce que ça signifiait, hein. Ouais. C'est les divinités hindoues, des choses comme ça. Donc, j'ai regardé vite fait comme ça. Mais j'ai pas cherché plus loin. Il m'est arrivé comme ça. Après, il y a une chanteuse que j'aime énormément qui s'appelle Deva Premal. Et oui, bien sûr. Donc, je me suis dit, bon, parce que j'ai beaucoup écouté, elle a vraiment fait partie de mon parcours. Ouais. Donc, beaucoup de concerts, d'ailleurs. Voilà. Donc, beaucoup de prestations scéniques, ouais. Ouais. Donc voilà, il est arrivé, je l'ai pris. J'ai senti que c'était une page qui se tournait et ça avait du sens dans mon évolution spirituelle à ce moment-là. Alors on va parler de votre évolution spirituelle, votre parcours de vie et la raison pour laquelle vous êtes ici pour présenter votre index, parce que vous avez mis le titre de psychologue clinicienne. Je le trouve, au vu de ce qu'on a pu échanger ensemble et de la manière dont vous êtes installé, de votre réveil spirituel, je le trouve très réducteur. Ouais. Psychologue clinicienne. Ouais. Bah en fait, c'est mon étiquette passe-partout. Passe-partout. J'en étais sûr. Ouais. C'est mon étiquette passe-partout et puis c'est vrai que en fait quand on est en évolution comme ça, il y a un moment donné où c'est un peu difficile de se définir, c'est-à-dire que j'ai été psychologue clinicienne au début de ma carrière, je le suis encore. Je vois bien que j'évolue vers une guidance spirituelle. J'accompagne les gens à une ouverture, à aller vers plus de conscience. Et je vois bien que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, vers lequel j'ai envie d'aller. Mais comment on appelle ces gens-là? Quel nom on leur donne exactement? Et c'est vrai qu'on aime bien mettre des étiquettes. En tout cas, il faut un titre, il faut une dénomination. Et je me voyais pas mettre guide spirituel ou un truc comme ça. C'était encore voilà. Parce que ça résonne chez vous, ça? En tout cas, je sens que j'ai une guidance à ce niveau-là à faire, quoi. Enfin, je le sens avec mes patients qui, alors pas tous, hein. Il y a des patients qui sont au niveau vraiment de la psychologie et du travail intérieur de nettoyage, mais il y en a par exemple qui ont beaucoup évolué déjà dans d'autres thérapies, qui ont déjà fait un gros travail de nettoyage de toutes les blessures, et ils arrivent et le travail qu'on a à faire, c'est plus de s'éveiller à leur nature spirituelle, puisque d'après moi, on est des êtres spirituels avant d'être des êtres matériels. Et enfin, dans mon vécu, c'est ça que j'ai découvert au long de mon chemin. Au long de votre chemin, et on va le voir, votre chemin. Psychologue, donc clinicienne, spécialiste des traumas? Oui, parce que je me suis formée en EMDR, et le EMDR, c'est vraiment une technique qui permet de traiter les traumas. Voilà, moi j'étais bourrée de traumas, et c'est vrai que la psychanalyse ne correspondait pas du tout à ces problématiques, parce que en fait, quand on est traumatisé, faire que parler, en fait, ça entretient le trauma, mais ça le traite pas vraiment. Enfin, d'après ce que j'ai ressenti moi, hein, quand j'ai fait des thérapies analytiques. Hein. Alors que quand on va en EMDR, on rentre vraiment dans le corps, on rentre vraiment dans l'émotion, et puis on rentre vraiment dans le détail du trauma. Alors que quand quelqu'un qui fait juste en parler, il va effleurer, il va passer sur plein de détails. Quand on est en EMDR, on rentre vraiment dans le détail. Hein. Les gens, ils me disent exactement s'il y a un accident de voiture, j'ai tous les détails. Et donc, des détails qu'ils donneraient pas juste en parlant. Alors que quand on leur fait les mouvements oculaires et qu'on les met dans cet état modifié de conscience en EMDR, ils vont aller beaucoup plus profond.
Et d'aller beaucoup plus profond, ça permet vraiment un nettoyage, de se défaire de toutes ces images, de tout ça. Alors, juste une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas encore le MDR. Ouais. Eyes movement, désensibilisation et reprocessing. Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Alors, on peut faire autre chose que des mouvements oculaires, puisque quand je fais de la visio, les gens font de l'auto-tapping, comme ça. Donc, l'important, c'est faire une stimulation bilatérale du cerveau. Voilà. Mais bon, ça, c'est une technique, c'est un outil, mais après, voilà, au fil des années, je me le suis approprié, je l'ai approfondi. Au début, je l'employais de manière assez carrée. Je suivais vraiment ce qu'on m'avait appris à la lettre. Aujourd'hui, je m'en suis vraiment, je me suis un peu émancipée du côté carré de départ et je m'aperçois qu'en fait, ce que le MDR vraiment apporte, c'est de forcer entre guillemets la personne à rester dans l'auto-observation et de rester dans le moment présent et de traverser ce qu'il y a à traverser. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé mon propre travail en EMDR, j'ai découvert en même temps le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et quand j'ai lu son livre, je me suis dit, mais en fait, il y a un lien avec le MDR. Je reconnaissais des choses de ce que j'avais vécu moi en thérapie ou que mes patients vivaient. Et donc, en fait, le MDR, ça force à rester au moment présent. Il y a quelque chose qui est souffrant et on reste avec jusqu'à ce que ça se dilue, en fait. Et quand on reste avec, et ben, à un moment donné, ça a plus de valeur. C'est pareil que dans votre réveil spirituel, on se connaît pas beaucoup, mais le peu qu'on ait pu échanger, j'ai le sentiment que le MDR n'est qu'un outil. Ouais, complètement. Alors que vous avez le champ des possibles dans votre approche et accompagnement est bien plus vaste que ça. Ouais. Alors le MDR, ça a été un outil de soins vraiment psychologique. Ça a vraiment soigné tous les traumas qu'il y avait chez moi et du coup, je soigne tous les traumas qui sont chez les patients. Après, le chemin spirituel, je l'ai fait plus avec les livres, beaucoup avec les livres, où j'ai lu, mais c'était vraiment une boulimie. Je lisais sans comprendre. Mais je sentais que ça me parlait au cœur. C'est-à-dire, je lisais, et ça me nourrissait, et je comprenais pas. Je lisais Arnaud Desjardins en long, en large, en travers. Et je pense qu'il est devenu un maître spirituel pour moi, sans que je le connaisse, sans que je le rencontre, parce qu'après, je l'entendais me parler dans ma tête. Donc, c'était vraiment, je me nourrissais de ses paroles. Et donc, en fait, ça a fait un chemin, ça a fait un travail. Puis après, j'ai fait des retraites spirituelles, donc chez Arnaud Desjardins, après sa mort dans son ashram. J'ai fait des retraites chez des moines Zen Soto. J'ai fait, différentes retraites. Donc, des retraites dans le silence. Donc là, tout ce qui a été lu, en fait, prend sa place. Parce qu'on est dans le silence, parce qu'on est dans le silence, ça apporte beaucoup. Oui, c'est les fameuses périodes de vipassana que certains font. Il y a plusieurs façons d'ailleurs de faire ces vipassana où vous vous retrouvez face à vous-même, voire même face à un mur. Vous l'avez fait ça? Alors j'ai fait des 3 jours de méditation dans un monastère Zen Soto, donc face à un mur, tout le monde en noir, face à un mur noir. Waouh. Et 6 heures par jour. Et là, alors 6 heures par jour par tranche d'1h30. Mais là, j'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré. Je voulais partir. Et c'est très étonnant parce que je voulais partir, j'en pouvais plus. Puis j'allais voir le moine, il me disait allez, va dormir, puis tu reviens. Et je dormais 1 heure, et puis hop, ça y est, j'étais repartie. Et quand je suis sortie, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Donc c'est dur, mais en même temps, on a du mal à imaginer ça sans le vivre. C'est tous ceux qui en parlent se sont transformés à l'issue de cette expérience. On ressort, on est un peu comme dans un autre état. En fait, c'est des différents états de conscience. Il y a l'état ordinaire de tous les jours quand on parle, etc. Puis il y a des états de conscience quand on fait des méditations, quand on fait c'est un autre état de conscience. Donc on ressent un bien-être alors. C'est vrai qu'au début du parcours, on ressent ce bien-être, on ressent cette paix dans ces moments-là. Puis en dehors, la vie, elle reprend son cours. Puis au fur et à mesure du chemin, on sent que la paix, elle s'installe, qu'il y a des passages où tout d'un coup, on ressent la paix même dans la vie de tous les jours. Donc là, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Alors c'est vrai que, vous imaginez le peu qu'on ait pu échanger là, quand on parle de psychologue clinicienne. Ce titre, il a l'air très très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tellement expérimenté entre les lectures et la mise en pratique de ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie de tous les jours, c'est quand même puissant.
il y a un delta entre les deux. Hein. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est un parcours de vie qui voilà, voilà un parcours de vie. Et puis, mais je conserve ce titre parce que déjà, il y a dès qu'on touche à la spiritualité, il y a la question, on peut vite paraître perché, on peut vite avoir l'air de voilà. Et c'est vrai que j'ai passé un diplôme, j'ai fait des études, et donc du coup le fait de garder ce titre, bon, c'est un gage voilà de sérieux. Et même si je vais vers des sphères spirituelles, même si je parle d'amour inconditionnel, même si je parle d'état modifié de conscience, de vivre dans la paix ou dans l'amour, des choses comme ça, j'ai fait des études, je suis restée et en fait mon parcours spirituel il est complètement articulé avec la vie concrète de tous les jours. Ma première retraite spirituelle chez Arnaud Desjardins, j'ai eu vraiment un premier éveil, vraiment un changement très profond. Et franchement, quand je suis rentrée, si j'avais pas eu d'enfant, je serais partie m'enfermer dans un monastère ou ailleurs. C'est vrai. Ah oui, je serais partie méditer. J'aurais tout laissé pour partir dans la. Et j'avais 2 enfants, donc c'était impossible de prendre cette décision-là. Mais du coup, c'est super parce que ça m'a obligée à vivre ce que j'avais vécu de conscience spirituelle dans le concret et l'appliquer dans le concret avec 2 enfants qui étaient adolescentes ou début d'adolescence, donc avec tout ce que ça comporte. Et là, j'ai pu vraiment tester le changement, quoi. J'ai pu vraiment voir ce que j'avais vécu parce que ça m'a apporté dans mon positionnement, dans la confiance, etc. Et puis une nécessité de rester ancré. Et de rester ancré parce que du coup il fallait voilà et donc en fait ça a toujours été ancré, donc mon parcours spirituel il a toujours été ancré dans la vie concrète hein, et voilà. Alors ce qui est juste un mot là-dessus parce que avec 2 ados on imagine que voir maman expérimenter des choses comme ça, comment est-ce que c'est considéré, comment c'est pris en compte ça? Alors ça fait peur, ça inquiète, ça. Alors je sais pas parce que elles me l'ont pas trop dit à l'époque. À l'époque, on était plutôt dans la vie de tous les jours et puis avant de faire ce parcours spirituel et puis thérapeutique et spirituel, j'étais pas la même mère avant et après, donc il a fallu aussi un temps où elle puisse découvrir la nouvelle mère que j'étais en fait. Waouh. Ah donc, oui, parce que la transformation était aussi radicale. Entre avant les thérapies EMDR et le spirituel, et oui, avant et après, je suis plus la même personne. Donc du coup, on change tout le temps, on évolue tout le temps, mais c'est vrai que c'était des gros changements de comportement avec les enfants, etc. Donc il a fallu un temps qu'elles s'adaptent, qu'elles comprennent, qu'elles voient comment je fonctionnais. Et aujourd'hui, elles disent on te préfère maman telle que tu es aujourd'hui. Alors maintenant elles sont grandes. Et en fait il y a deux comment il y a deux comportements. Il y en a une qui est très ouverte au spirituel et qui pour l'instant est friande de tout ce que je peux lui apporter, lui partager, etc. Très friande de ça. Et l'autre qui, pour l'instant, qui était très ouverte avant et s'est complètement fermée à ça parce qu'elle part vers des études scientifiques qu'elle reprend. Et donc, pour aller vers le scientifique, il faut être rationnel et il faut être d'accord. Donc, je pense que c'est un besoin pour elle aujourd'hui de couper avec le spirituel. Et c'est très bien, hein, c'est certainement... je pense seulement une phase, mais... que vous espérez. Bon, elle fait sa vie et puis moi, enfin voilà, je respecte son chemin. Alors, avancer ensemble et en pleine conscience vers l'état de paix que vous pensez avoir. Alors, je le vis de plus en plus, on va dire, de plus en plus. Il y a eu vraiment des étapes, des moments où je suis passée par une période de paix très longue, une certaine étape de ma vie. Puis alors après, je suis retournée dans un chaos total. Donc je pense que j'avais encore plein d'enseignements à voir. Donc il y a vraiment eu des étapes différentes. Là, je goûte cette paix depuis un moment. Et puis des fois, il y a je me fais rattraper de temps en temps par le quotidien, mais c'est de moins en moins long, c'est de moins en moins, ça s'éclaircit très vite. Quand je me fais rattraper par la vie, que je me fais emporter par une émotion, par un truc, ça se dissout vite, quoi. Donc oui, je sens que de plus en plus, je me sens en état de paix, en arrière-fond, ce qui
ce qui fait, ouais, c'est agréable à vivre. Est-ce que ça veut dire que, de toute façon, cet éveil spirituel et ce cheminement spirituel, c'est le chemin d'une vie? Bah Donc oui, évidemment, bah oui, il sera jamais, ponctué, bah oui, définitivement en disant: «Bon, bah, voilà, j'ai fait, bah ça y oui, est, c'est fait», hein, on est bien d'accord? oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous continuez à aller, à rechercher, à expérimenter, à faire des Alors je sens que, en fait, aujourd'hui, je sens que je passe à un autre stade de ma vie. C'est-à-dire que je me suis vraiment nourrie de tout ce qui était extérieur. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi. Je me suis beaucoup nourrie de tout ce que je lisais, je voyais, et cetera. Et là, de plus en plus, bah, quand je regarde des podcasts, au bout de 5 minutes, j'ai Mmh. moins envie, et cetera. Et je sens vraiment l'envie de transmettre maintenant. J'ai envie de transmettre, j'ai envie de partager. Je sens que c'est une autre phase de ma vie, où j'ai envie de transmettre j'aimerais bien, enfin, je sens un appel à transmettre à plus grande échelle que juste dans mon cabinet en one to one. Mmh. Parce que je sais que mes patients, eux, ils reçoivent beaucoup, ils me le disent, hein, et j'ai beaucoup de retours là-dessus, mais j'ai envie que ça soit un peu plus large. Alors j'ai commencé à mettre en place des petits ateliers Zoom avec une méthode que j'ai créée. Au départ, j'utilisais une méthode qui est le TAT, qui est une méthode connue, tapas acupressure technique. Alors, explication? C'est Ça, c'est une méthode un peu comme l'EFT. L'EFT est beaucoup plus connu. OK. L'EFT, c'est on fait des tapotements. Bon. Le TAT, c'est une pause comme ça sur des points d'acupressure, et puis il y a des phrases, et c'est un peu méditatif. Ça fait partie du courant de l'énergie psychologie, où on traite en demandant un peu à la force divine de traiter. Il y a tout un tas de phrases. Et j'utilisais ça, mais bon, à un moment donné, je sentais que c'était plus OK pour moi d'utiliser cette technique, et puis j'avais envie de créer quelque chose. Et donc en fait, j'ai laissé émerger, et il y a eu une technique qui est venue, que j'ai inventée un peu en m'inspirant un peu du TAT, mais voilà, j'ai sorti ça en décembre, Mmh. et là je le teste un peu dans mes ateliers Zoom, et les gens ont l'air assez contents. Donc là, ça fait des petits ateliers, Mmh. et puis j'ai aussi dans l'idée un jour peut-être d'organiser des petites retraites spirituelles ou des choses comme ça. Alimentation et spiritualité, alors peut-être avec voilà, un travail autour de l'alimentation en même temps que la retraite un peu psychospirituelle. Enfin, Mmh. j'ai des idées un peu, tout ça, ça se met en place dans ma tête petit à petit. Mmh. Je repère des lieux, et puis ça va se faire à un moment donné, quoi. Écrire? Alors écrire, j'avais cette ambition, C'est et j'avais commencé à un moment donné. J'avais commencé, et puis en fait, et tout au long de mon parcours, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. J'ai des cahiers et des cahiers remplis de notes, de tas de choses. Et puis depuis 1 an ou 2, là, 1 an peut-être, j'écris plus du tout. J'éprouve plus le besoin d'écrire ce qui se passe, comment j'évolue. Et puis en fait, même l'idée d'écrire un livre ou quoi, qui était comme ça un peu un rêve d'écrire un livre. Et ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que cette paix, ça amène aussi à quelque chose de. Je pense que je suis pas quelqu'un de très ambitieux. Depuis le début de ma carrière, je me suis laissée conduire. Je me suis laissée, avant même de faire ce travail spirituel, je pense que je me suis laissée porter par. J'ai saisi les opportunités, mais je me suis laissée porter, quoi. Et je pense que l'ambition, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon truc. Donc même si des fois j'ai envie et je me dis: «Ah tiens, j'écrirais bien un livre», en fait, ça retombe tout de Mmh. suite, quoi. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez évoqué le fait que vous aviez une spécialisation au travers des traumas. Et Ouais, en fait, on se rend compte que toute notre vie est ponctuée de traumas, ouais, ouais, conscient ou inconscient, ouais, tout à avoué fait. ou pas avoué, Ouais, mais toute notre vie. Donc, un thérapeute est obligatoirement un ouais, spécialiste des traumas, ouais, par définition. ouais. Ouais, mais alors après, voilà, c'est vrai qu'à l'époque de Freud, on l'exprimait pas de cette manière-là. Et moi, en tout cas, c'est vrai que quand on a commencé à en parler beaucoup, enfin, dans mes études, on parlait pas en termes vraiment de trauma, on parlait en termes de névrose, psychose, on parlait Mmh. de diagnostic, de choses comme ça. Mmh. Mais parler de trauma, d'enfants intérieurs, parler internal family system, etc., le système des familles internes, de partie émotionnelle, partie enfant, tout ça, on parlait pas du tout ça dans ma formation.
Et pour moi, ça a été une vraie révélation quand j'ai rencontré le MDR et que je me suis vraiment spécialisée dans le MDR. J'ai rencontré les états, le système de la dissociation structurelle de la personnalité, les états du moi, les parties enfants, tout ça. Et ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment parlé. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, ça m'a parlé, ça a été vraiment une révélation. Et tout ça, je l'avais pas appris dans mes études, du tout. Ça m'a parlé à titre personnel. Oui, Donc, du coup, comme ça donnait des réponses et que ça me permettait d'évoluer, d'avancer, après, je l'ai expérimenté dans mes... Qui sont les gens qui viennent vous voir? Alors, toutes sortes de personnes. Ouais. Toutes sortes de personnes. Alors, moi, je vois surtout des adultes, quelques ados, très peu d'enfants dans ma carrière. J'ai vu très peu d'enfants. Des adultes tout venant, vraiment plein de sortes. J'ai eu pas mal de thérapeutes et j'aime beaucoup avoir des thérapeutes parce que je me dis quand j'ai des thérapeutes, je sais que ce que je leur donne, ça va rayonner sur leurs patients. Donc du coup, j'ai l'impression de faire encore plus. Alors que quand je vois quelqu'un qui est pas thérapeute, je sais que ça rayonne sur sa famille, mais voilà, un thérapeute, ça va rayonner encore plus. Donc j'ai vraiment l'impression de pouvoir transmettre plus large. On en revient toujours à ça, hein, chez vous. Hein. De transmettre. Ouais, ce besoin de transmettre. Ouais. Hein. Ouais. Alors je suis vraiment passée dans cette phase de volonté de donner. En fait, j'ai vraiment eu l'impression En fait, quand j'étais jeune, je me suis dit pour être équilibré, il faut être égoïste. Et je me suis dit il faut être égoïste parce qu'il faut d'abord penser à soi, il faut d'abord se guérir soi pour pouvoir donner aux autres. Et puis ça m'a été confirmé par des thérapeutes qui m'ont donné cette image que je trouve magnifique du vase vide. Si on est un vase vide, on peut rien donner, mais si on se remplit, on remplit le vase, à un moment il déborde. Et là, on peut vraiment donner parce qu'il est plein. Et donc moi, j'ai vraiment senti toute cette période où j'ai fait plein de thérapies, où j'ai pris soin de moi, où je me faisais passer avant tout, même avant mes enfants, hein, parce que il faut pouvoir se faire passer avant ses enfants, sinon on peut rien leur donner. Hein. Donc je m'occupais de mes enfants, j'ai fait mais il fallait que moi je sois bien pour qu'elle soit bien. C'est ce qu'une coach qui est venue également sur ce canapé, qui s'appelle Julie Debatty, dit. Elle dit, c'est ce qu'elle appelle l'égoïsme rayonnant. Ouais. Voilà. Ouais, j'adore ce terme. C'est une belle expression, voilà. L'égoïsme rayonnant. Ouais. Pensons à soi déjà, et après, ça rayonne sur l'ensemble de nos proches, de ceux qui nous accompagnent et qui partagent nos vies. Ouais. Et voilà, et je suis arrivée à un stade où j'ai senti, à un moment donné, que le vase débordait, quoi. Et j'ai senti que maintenant, j'avais plus besoin de m'occuper de moi en particulier parce que je me sentais vraiment disponible pour les autres, quoi. Je suis toujours impressionné et admiratif de ceux que j'appelle presque des gens qui ont été touchés par la grâce parce qu'il y a cet éveil spirituel extraordinaire et qui en prennent conscience et qui sont remplis d'amour, de paix, etc. Enfin, c'est très beau. Est-ce que c'est pas antinomique avec la vie que l'on a au quotidien? Au contraire. C'est vachement... non, dans la vie au quotidien, au contraire, ça donne envie de donner, ça donne envie d'être à la disposition des gens, ça donne envie de... Mais est-ce que c'est pas vécu presque comme une souffrance? Parce que cet état de paix que vous avez, il est difficilement parfois compatible avec cette vie que nous avons sur ce plan terrestre pur. En fait, quand on a contacté cet état de paix, qui est un état de paix en arrière-plan, en fait, il est là tout le temps, même quand il se passe des choses sur le devant, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, il se passe quelque chose, voilà, mais on sent que la paix, elle est quand même là. Et donc, même si on peut se laisser un peu rattraper par l'émotion à un moment donné, on part avec l'émotion, mais on sent quand même que la paix est là, et puis très rapidement, l'émotion descend. Donc, non, au contraire, c'est compatible parce que ça donne aussi une confiance pour accompagner les autres. Oui. C'est-à-dire que du coup, quand les gens sont mal, moi, je me sens dans la confiance, dans la paix. Et c'est un luxe, hein. Ouais. C'est une chance, c'est un privilège. Ouais. Vous le prenez comme ça? Ouais, je me sens très chanceuse. Ouais, je me sens très chanceuse. Je pense, hein. Ouais.
Je me sens très chanceuse aujourd'hui. Je regarde ma vie et je me sens très, très chanceuse. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui, de temps en temps, se posent un peu pour regarder en arrière en disant waouh, Ouais. voilà d'où je viens et Ouais. voilà où j'en suis aujourd'hui? Oui, oui. Et puis, ne serait-ce que même cette nuit, hein, en pensant à l'entretien qu'on allait avoir, je regardais tout un peu comme dans un film, en me disant voilà, qu'est-ce que je vais raconter, tout ça. Donc, je regardais un peu en arrière, ouais. Oui, oui. De toute façon, ça fait partie vraiment de mon cheminement. En fait, chaque épreuve et chaque période a été un enseignement. Mais l'enseignement, il vient après. Oui. Donc c'est après qu'on regarde et puis qu'on se dit bah oui, ça m'a enseigné ça, ça, ça. Alors il y a des enseignements qu'on voit tout de suite. Hein. Il y a eu des moments de ma vie où j'ai reçu où j'ai reçu vraiment une parole, un truc qui vient, et là je sais tout de suite que c'est un enseignement, quoi. J'ai su tout de suite. Le switch, il est là et on sait tout de suite que là il y a quelque chose qui s'est passé qui a changé tout. Mais sinon, il y a plein d'enseignements. Quand on est dedans et le nez vraiment dans le dans le dur, on ne sait pas que c'est un enseignement et on peut mettre du temps avant de le voir. C'est ce que j'avais dit l'autre jour, je crois. J'avais dit ouais, quand on est dans l'œil du cyclone, c'est quand même c'est difficile à voir. Et il y a un commentaire d'une personne qui m'a dit non monsieur, dans l'œil du cyclone, c'est très apaisé parce qu'on ne ressent absolument rien. C'est quand on est autour du cyclone que c'est compliqué. Et c'est pas faux. Et je remercie cette personne qui m'a bien fait comprendre que quand on est dans l'œil du cyclone, tout va bien. Parce qu'il y a pas, c'est pas mouvementé. Il y a pas c'est pas venteux. Non, on sent bien effectivement votre approche et puis la manière dont vous avez besoin maintenant effectivement de transmettre les choses. Comment est-ce que, là aussi, c'est une question quand on n'est pas dans cet éveil spirituel ou qu'on essaie d'y être. Comment est-ce que vous faites le distinguo entre ce que l'ego vous dit des fois, et ce qui fait partie de cet éveil spirituel? Des fois, je peux mettre du temps à le voir un petit peu quand même encore, hein, des fois. Et puis, en général, je le vois, mais des fois, je l'écoute pas. C'est-à-dire que je vois que... Vous parlez de votre ego, là? Ouais, tout à fait. Enfin, je l'écoute pas. C'est-à-dire que je lui laisse le pouvoir et puis, j'en paye un peu les conséquences parce que maintenant, je vois bien que si on est vraiment aligné, vraiment aligné avec soi, qu'on se respecte totalement, et que la peur n'est plus du tout le guide, mais l'amour est le seul guide qu'on doit avoir. Quand on est là-dedans, tout passe bien. Même s'il y a une petite épreuve, un truc, ça glisse, c'est fluide, tout se passe bien, tout est fluide. Il y a des synchronicités toute la journée, c'est un truc de dingue. Si jamais à un moment donné, je m'écoute pas totalement, c'est-à-dire qu'il y a une petite peur qui est là quand même, qui fait que l'ego dit non mais bon, ok, on va faire une petite entorse, on va pas complètement se respecter, on va se respecter un peu mais pas totalement. Ça revient, il y a un truc qui arrive, il y a un accident, un truc, une difficulté, une épreuve. Ouais, un truc, puis ça peut être violent quoi. Enfin, alors et là, avec le recul et maintenant que je vois comment ça fonctionne vraiment, je me dis j'ai écouté la peur j'ai laissé une petite place à la peur et voilà. Donc vous arrivez maintenant parfaitement à faire le distinguo. Ouais, alors je le vois, mais je me laisse encore un peu prendre. Hein. Là, je vois qu'il y a des décisions, par exemple, que j'ai prises dans les 6 derniers mois où j'ai laissé une petite place à la peur et du coup, voilà, il y a un truc. On sent que l'équilibre est pas là pour certaines choses. Et ça s'apprend? Non, alors ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Ce qui s'apprend, c'est d'écouter l'amour et pas la peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le choix à chaque instant de suivre l'amour ou la peur. Et l'amour, ça commence par l'amour de soi. Et dès qu'on n'écoute pas l'amour, il y a on se prend les pieds dans le tapis. Il y a un bug. Ouais, ça bug. Ouais. Et quand on écoute l'amour, alors là, c'est incroyable. On le voit surtout dans les synchronicités, tout s'aligne, quoi. Ça peut paraître très abstrait, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, je vais vous dire sincèrement, moi, je suis hyper admiratif de ça. Je me dis, quand je dis que les gens comme vous sont touchés par la grâce, c'est d'arriver à être dans cet alignement, dans cet amour. Waouh! C'est quand même le but d'une vie, quoi. Ouais. En tout cas, apparemment, c'était celui de cette ville, de ma vie à moi. De votre vie là, d'aujourd'hui, et qui continue, évidemment.
Ouais. Et c'est bien aussi de reconnaître que vous êtes humaine Ouais. et donc que vous avez de temps en temps vos dérives. Oui, tout à fait. Ouais, Et d'ailleurs, enfin, moi, je suis très inspirée par je suis inspirée par beaucoup de choses, et le bouddhisme, l'hindouisme, le catholicisme, le judaïsme. Enfin, j'ai baigné un peu dans tout ça. Mais j'aime beaucoup le message de Jésus et j'étais quand même pas mal inspirée par les messages de Christique. christiques, ouais. Et l'année dernière, j'étais à Pâques à Lisieux, et donc je connaissais pas du tout Sainte Thérèse de Lisieux. Mmh. Et donc, ouais, au moment où je savais que j'allais aller à Lisieux, c'est là, je me suis dit, je vais lire Sainte Thérèse. Et puis, en même temps que je lisais Sainte Thérèse, je regardais des podcasts sur elle. Et en même temps, je découvre Denis Marquet, qui est un type extraordinaire qui parle très, très bien du message du Christ. Et donc, je lis tout ça. Et en fait, ça m'a vraiment mis dans une position d'humilité. J'ai relu, en fait, toute ma vie à la lumière quand Thérèse dit moi je ne fais rien, c'est Jésus qui fait en moi, c'est Jésus qui agit en moi, ou c'est Dieu, c'est le courant de Dieu qui agit, et moi je fais rien, moi j'ai aucune valeur. Elle dit même vous pouvez me piétiner et tout, elle dit vraiment je suis une merde par terre, hein. Dans son discours, elle se met au ras du sol, quoi. Et en fait, en lisant ça et en écoutant le message, j'ai revu toute ma vie et j'ai vu les endroits où vraiment je comprends même pas comment j'ai pris telle ou telle décision, en fait. Je regarde et je me dis mais en fait c'était pas moi, ça m'était inspiré, ça a été une force plus forte que moi. Là c'était pas moi, c'était pas ma personne, mon ego, c'était pas ça s'est passé à travers moi, mais c'était pas moi. Donc j'ai regardé tout ça et ça m'a Apaisé. Ah oui, parce que je me suis dit en fait j'ai rien fait en tant que personne. C'est très déculpabilisant. Hein. Mais ça m'a En fait, je me suis dit toutes les erreurs que j'ai faites, c'était l'ego, donc c'était mon personnage et tout ça, donc oui, j'y suis pour rien parce que c'est pratique, hein. C'était mon karma, c'était tout ça, donc voilà. Ouais. Et tout ce que j'ai fait de bien, c'était pas moi non plus parce que c'était un espèce de courant qui passait à travers moi et j'y suis pour rien. Et du coup, ça m'a soulagée. Et puis du coup, je me suis dit et puis je me suis dit j'ai même plus d'efforts à faire dans mon travail parce que c'est pas moi qui travaille, donc j'ai rien à faire. Enfin, j'ai juste à laisser ce courant passer. Je pense que je le faisais avant, mais sans en avoir conscience. Et là, je l'ai conscientisé. Et en le conscientisant, je vois bien que quand je me fatigue au travail, si je suis fatiguée dans mon travail, c'est parce que je laisse pas le courant et qu'il y a une part d'ego qui est là. Il faut que tu fasses quelque chose. En fait, non. Si je me laisse traverser, je sens aucune fatigue à la fin parce que j'ai pas travaillé. C'est pas moi. C'est incroyable. C'est beau. Et c'est joliment dit en plus de ça. Et je trouve que je pose très très souvent cette question aussi. Vous parlez beaucoup de l'intuition. Ouais. Vous écoutez votre intuition. Oui, en fait, l'intuition, pour moi, c'est justement cette guidance, cette guidance qui était là. Maintenant, je regarde ma vie, même quand j'étais enfant, en fait, j'avais une sensation d'être guidée. Je sentais, j'avais même une représentation. Je me sentais comme, j'avais l'impression d'être une marionnette. J'avais une représentation, comme si j'avais une main au-dessus de ma tête. Parce que je voyais en fait toutes les choses que je vivais qui étaient difficiles, je voyais ma vie difficile et je voyais comme si j'avançais au milieu de tout ça et j'avais l'impression d'être une marionnette et d'avoir une main protectrice qui me faisait avancer et qui me protégeait en même temps. Et donc j'avais cette sensation et je l'ai perdue à l'adolescence, j'ai perdu ça complètement. Et là, je suis allée vraiment dans l'ego, dans le moi, etc. Et j'étais plus du tout guidée. Et puis c'est revenu à un moment. C'est pour ça que j'allais dire, effectivement, la question que je pose régulièrement, c'est est-ce que c'est de l'intuition ou c'est de l'intuition plus. C'est-à-dire que, voilà, comme vous parlez de canalisation, de perception, de ressenti, de guidance, choses comme ça, on est au-delà de l'accompagnement d'une psychologue clinicienne, quand même. C'est un lien que j'avais avec l'invisible et avec l'énergie du tout, l'énergie de Dieu, l'énergie christique, l'énergie. C'était un lien que j'avais, que j'ai perdu à un moment, que j'ai retrouvé à un autre moment.
et qui en fait, oui, m'a guidée. Et dans les moments, je pense que c'est dans les moments les plus difficiles que ça a été là aussi. C'était dans les moments les plus difficiles où ça m'a parlé, ça m'a dit, ben, fais ceci ou cela, ou qu'est-ce que tu veux faire, ou. C'est passionnant, et Ouais. je trouve que voilà, vous avez effectivement cette chance absolument incroyable. C'est presque une chance insolente. Non, mais c'est vrai. Comme tous ceux qui s'installent ici et qui viennent raconter leur parcours de vie et qui arrivent effectivement à trouver, à être sur les rails, comme on dit. Même si de temps en temps, ça peut dérailler. On a bien compris que parfois, il y a l'ego qui reprend un peu le dessus. Mais hop, vous arrivez systématiquement à vous remettre sur les rails pour cheminer comme... Alors, il faut pas non plus croire. Enfin, c'est vrai que là, je parle comme ça. Je suis dans un entretien où je parle que du bon. Hein. Bien sûr, non, mais il y a aussi des phases d'ombre. Il faut pas le garder. Il faut bien garder en tête que Bien sûr. j'ai traversé plein d'épreuves, qu'il y a eu des moments difficiles, qu'il y a eu des moments Bien de sûr. découragement, qu'il y a des moments vraiment, voilà. C'est pas tout rose tout le temps. Oui, pour en arriver là, il y a plein d'épreuves, voilà, bien sûr. que on peut voir maintenant comme des enseignements, mais qui à l'époque, quand on est dedans, oui, c'est compliqué. C'est lourd. Hein. Bien sûr. D'Eva Naon. Alors, vous êtes de quel coin? Alors, j'habite dans l'Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire. Ouais. Donc, vous avez un cabinet là-bas. Voilà, j'ai un cabinet dans l'Eure-et-Loire, mais je travaille beaucoup en visio. En visio, évidemment. Ouais, je travaille beaucoup en visio. Et voilà. Bon. Atelier? Alors des ateliers, des ateliers Zoom le soir, voilà. Il y aura peut-être des retraites à un moment donné. Voilà, j'ai envie d'organiser des choses, ouais. En tout cas, on va mettre autour de la vidéo tous les liens qui permettront de rentrer en contact avec vous, qui permettront aussi d'avoir cette approche spirituelle ou cette approche thérapeutique. Ouais. Voilà, puisqu'on parle beaucoup évidemment de thérapie psychocorporelle, de thérapie spirituelle, de thérapie énergétique, etc. Ouais. Mais vous utilisez le mot thérapie. Oui, alors parce que c'est important de le dire, c'est-à-dire, enfin moi, de mon point, à un moment donné, quand j'étais dans le spirituel, je me suis posé la question et on se posait la question avec d'autres collègues. En étant dans est-ce que en étant sur le chemin spirituel, on pourrait faire l'économie d'aller voir les souffrances, d'aller voir les pardons, on s'est posé la question à plusieurs reprises, moi et d'autres, on se l'a posé ensemble, parce que du coup, ça remettait en cause notre métier de psychologue. Et en fait, maintenant, je suis quand même arrivée à la conclusion qu'on n'a pas le choix quand même que de se confronter. Et quand on écoute Arnaud Desjardins, il faisait les lying, qui étaient des séances où les gens pleuraient, sortaient leurs émotions, etc. Et puis hier, j'écoutais encore quelqu'un d'autre. Enfin, il y a toujours une phase où il faut quand même sortir les émotions, sortir les pardons, aller voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr. Et je pense qu'on peut pas faire l'économie du travail psychothérapeutique. Et je pense que moi, ce que j'ai senti, c'est aussi que le contact avec le spirituel et avec cette guidance, elle se fait de manière beaucoup plus claire quand on est vidé de son histoire. Moi, j'ai eu l'impression vraiment de me vider de mon histoire. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de choses, de traumas, et c'est comme si, voilà, je m'en étais vidée. Voilà. Et après, quand c'est vide, ben, voilà, le courant, il passe, quoi. Mais il y a un travail à faire, oui, il y a un travail, et il faut pas que les gens croient que c'est magique. En fait, derrière tout ce discours, il y a des heures et des heures et des heures de thérapie, de travail. Ouais. Et si vous avez besoin de cet accompagnement, d'Eva Naon est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était passionnant. Et on se retrouve évidemment pour un prochain index. On vous met tout autour de cette vidéo l'ensemble des liens qui vous permettront de rentrer en contact avec d'Eva Naon. À très vite.